Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous êtes nouveau sur l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre de YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Consultez aussi notre Substack où nous publions des analyses approfondies des événements actuels. Mais le minimum que vous puissiez faire est de regarder cette émission et de mettre un like. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir Scott Ritter. Scott est un ancien inspecteur des armes de l'ONU et un ancien officier du corps des marines des États-Unis. Scott, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci de m'avoir invité. Je voulais avoir une mise à jour sur les discussions entre les États-Unis et la Russie. Il y a 3 jours, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré que les États-Unis pourraient se retirer des discussions si la Russie continue de traîner les pieds. Quelle est votre interprétation de ce qu'a dit le secrétaire Rubio? Pourquoi, au nom de Dieu, diriez-vous si la Russie continue de traîner les pieds? C'est telle interprétation. Ce n'est pas ma position. C'est une interprétation. Oui, il n'a pas dit ça. Et ce n'est pas la Russie qui traîne les pieds. C'est l'Ukraine qui traîne les pieds. C'est l'Ukraine qui est le problème. Et c'est de l'Ukraine que les États-Unis s'éloigneraient. Donc, nous devons encadrer correctement cette question ici. Le problème est que l'Ukraine a toujours été l'Ukraine et sera toujours l'Ukraine. La Russie n'est pas le problème. La Russie est la solution. La Russie est la solution. Soit diplomatiquement, si l'Ukraine accepte les termes que la Russie dicte. Et pourquoi dis-je que la Russie dicte? Parce qu'aux vainqueurs reviennent les dépouilles. La Russie gagne cette guerre. La Russie a gagné cette guerre. La Russie gagnera cette guerre. C'est fini pour l'Ukraine. Les États-Unis n'ont apparemment pas ce qu'il faut pour soumettre l'Ukraine. C'est un problème politique, rien d'autre. Nous pourrions mettre fin à l'Ukraine aujourd'hui. Et je pense que si nous nous retirons de cela, nous mettrons fin à l'Ukraine. Cela ne fera qu'accélérer la victoire militaire russe. Mais le problème, c'est l'Ukraine, à 100% l'Ukraine. Le problème, c'est Zelensky. Et pour être franc, le problème, c'est Rubio. Pourquoi Marco Rubio se mêle-t-il de quelque chose dans lequel il n'a aucune implication? Je veux dire, le travail de Rubio est d'améliorer les relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis. C'est le mandat qui lui a été donné. Son travail n'est pas de négocier quoi que ce soit en rapport avec le conflit russo-ukrainien et la fin du conflit. C'est le domaine de Steve Witkoff. Dès que j'entends Witkoff parler des États-Unis qui se retirent, je prêterai attention. Dès que j'entends Donald Trump parler des États-Unis qui se retirent, je prêterai attention. Quand j'entends Marco Rubio en parler, ce que j'entends, c'est un néoconservateur qui déteste la Russie et qui ne voulait pas être impliqué dès le départ, essayant de se laver les mains de quelque chose qu'il trouve déplaisant. Mais je me fiche complètement de ce que dit Rubio. Et personne d'autre ne devrait s'en soucier, car franchement, cela n'a pas d'importance. Il ne décide pas, il ne prend pas les décisions. Il n'est rien, surtout en ce qui concerne les relations entre la Russie et les États-Unis. Quel est, selon vous, l'équilibre des pouvoirs au sein de l'administration Trump entre des personnes comme Steve Witkoff ou Trump lui-même, qui seraient sérieux à propos d'une négociation de paix avec la Russie, et d'autre part, je supposerais des personnes comme Marco Rubio et Keith Kellogg, qui semblent être des néoconservateurs intransigeants en ce qui concerne la question de la Russie. En fin de compte, il n'y a qu'un seul patron, et c'est Donald Trump. Ce que nous voyons cependant, c'est qu'au sein de l'administration Trump, il semble y avoir une répartition relativement égale entre ceux qui veulent faire ce que Donald Trump veut faire et ceux qui s'y opposent diamétralement. Nous avons Tulsi Gabbard,
J.D. Vance, Pete Hegseth et Steve Witkoff. Ils semblent être du côté de Donald Trump. Ensuite, nous avons Marco Rubio, Waltz, Kellogg et peut-être même le secrétaire au Trésor, qui semblent être ces conservateurs intransigeants avec leurs propres agendas. C'est le problème que Trump crée lorsqu'il s'entoure de personnes qui ne sont pas loyales. Vous savez, il dit qu'il veut se débarrasser de l'État profond. Alors pourquoi promouvoir l'État profond? Mais vous savez, il y a une division égale ici. La vraie question est de savoir si Trump est assez homme pour s'opposer à 50% de son cabinet. Et jusqu'à présent, la réponse semble être non. Lorsqu'il s'agit d'une division comme celle-ci, Trump finit par essayer de ménager la chèvre et le chou. Et rien n'est accompli. Et tout ce qu'il veut accomplir est sapé. Le Congrès a-t-il une quelconque importance dans ce contexte, étant donné que des sénateurs républicains, dirigés par des personnes comme Lindsey Graham, proposent des projets de loi bipartisans pour imposer davantage de sanctions non seulement à la Russie, mais aussi aux pays qui commercent avec la Russie, avec la menace de sanctions secondaires? Ont-ils une quelconque importance? Eh bien, théoriquement, je veux dire, les États-Unis sont après tout une nation qui a des freins et contrepoids définis par la Constitution. Et vous savez, le Congrès est bien sûr une branche du gouvernement séparée et égale. Donc on devrait penser qu'il compte. Mais le Congrès n'a pas le pouvoir de dicter la politique exécutive. Seul l'exécutif peut le faire. Et Lindsey Graham doit faire attention à ne pas aller trop vite, sinon il pourrait se retrouver isolé. Ce n'est pas un Congrès fort. Ce n'est pas un Congrès qui a montré une capacité à parler de sa propre voix. Et je pense que si les choses se corsent, Lindsey aura une audience spéciale avec le président et changera de ton. Scott, pourriez-vous nous parler un peu de la situation sur le terrain, étant donné que les médias grand public ont beaucoup discuté des attaques russes sur Kharkiv, Sumy et Kiev, et que le président Trump lui-même a évoqué la perte de 2000 vies chaque semaine? Pouvez-vous nous donner une idée de ce qui se passe sur le terrain? Bien sûr. Je vais juste commencer par dire que, vous savez, la prononciation a aussi un impact. Si vous dites Kiev, vous parlez avec un point de vue ukrainien. C'est Kiev. Ça a toujours été Kiev. Si vous dites Kiev, vous dites « je soutiens l'Ukraine ». C'est juste une chose importante, parce qu'il y a des gens qui écoutent ces choses, et ça résonne. Et cela amène aussi les gens à se demander quel est le but de votre question. Alors si vous adoptez un point de vue ukrainien, ou comment ma réponse sera, puisque je prends évidemment un point de vue russe, mais la prononciation compte. La Russie, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas la question. La Russie mène des attaques stratégiques, comme elle l'a toujours fait. Des attaques contre les infrastructures critiques, des attaques contre le commandement et le contrôle, des attaques contre les installations industrielles. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à la semaine dernière? Je suppose que la question est de savoir si l'Ukraine pourra tenir plus longtemps. Ce statu quo peut-il continuer? Je pense que c'est la question la plus importante. Vous savez, cela fait un certain temps que les gens prédisent la chute de l'Ukraine. Je me compte parmi eux. Je suis surpris que l'Ukraine ait duré aussi longtemps. Clairement, l'Ukraine a de la résilience. Une résilience soutenue par des centaines de milliards de dollars d'aide étrangère. Je dirais que je ne crois pas que l'Ukraine puisse faire cela indéfiniment. Je ne pense pas que quiconque croit que l'Ukraine puisse faire cela indéfiniment
Mais je ne vais pas fixer de calendrier pour l'effondrement de l'Ukraine. Je dis simplement que l'Ukraine s'effondre. Son effondrement est inévitable. Et vous commencez à entendre de plus en plus de discours paniqués venant de Kiev, de la part du gouvernement ukrainien, alors qu'ils se demandent comment ils vont avancer, quel type de soutien ils ont besoin, défense aérienne, argent. Je veux dire, il y a des choses ridicules qui sont dites là-bas, vous savez. Je suppose qu'ils veulent que le nouveau gouvernement allemand modifie la Constitution. Il doit donc consacrer 5% de ses dépenses de défense à Kiev et donner 5% de son budget à Kiev. Cela montre un désespoir. L'Ukraine n'est pas viable par elle-même. Et si les États-Unis se retirent, l'Ukraine s'effondrera beaucoup plus rapidement qu'elle ne le fait actuellement. L'un des points importants à noter est que Kiev a reconnu qu'elle dépend à 100% des renseignements américains pour les notifications de lancement de missiles russes. Si les États-Unis cessent de partager leurs renseignements, Kiev sera totalement aveugle, ce qui signifie que les missiles russes frapperont et que Kiev n'aura jamais aucune indication de leur arrivée. Et cela fait partie intégrante de la chute. Je pense qu'étant donné parmi les trois obstacles dont nous avons parlé, deux sont, bien sûr, l'Ukraine elle-même comme un obstacle aux discussions, et ensuite, certaines sections aux États-Unis, y compris celles au sein de l'administration Trump, qui agissent comme un obstacle. Je pense que le troisième élément important ici est l'Europe. Et nous en avons discuté. Vous en avez parlé. Je pense que ma question ici est, étant donné que la relation entre les États-Unis et l'Union européenne est en cours de reconstruction, notamment à travers les négociations tarifaires, certaines personnes spéculent que si ces renégociations entre les États-Unis et l'UE sur la question des tarifs ne se passent pas bien et qu'il y a une dissociation entre les États-Unis et l'Europe, cela signifierait que l'Europe continuerait à soutenir Kiev et que cela constituerait un revers pour les négociations. Pensez-vous qu'un lien plus fort entre les États-Unis et l'Europe signifierait un levier plus fort pour les États-Unis afin de forcer l'Europe à entrer dans cette négociation, ou pensez-vous qu'une dissociation serait peut-être préférable? Delinking or destruction. Tu sais, le fait que l'état actuel de la gouvernance en Europe soit dysfonctionnel ne signifie pas que les États-Unis doivent se séparer de l'Europe. Tout ce que nous devons vraiment faire, c'est attendre. Et l'Europe se purifiera d'elle-même. Nous voyons en Roumanie le potentiel dès le mois prochain pour des résultats, tu sais, bouleversants. En ce moment, l'Angleterre et la France parlent de manière irresponsable de ce qu'elles pourraient faire à l'avenir, même si elles ne peuvent pas le faire. Rien de ce dont elles parlent n'est viable ou réalisable, mais elles prétendent que ça l'est. Mais pour que ce fantasme commence même à résonner comme possible, il faut que la Roumanie soit en jeu. Il faut pouvoir utiliser les ports roumains, les aérodromes roumains, les bases roumaines. Mais lors de la prochaine élection, si le parti de Georgescu, même s'il n'est pas sur le bulletin, l'emporte, la Roumanie est rayée de la carte. Et c'est la fin de cela. L'Allemagne, en ce moment, bien sûr, avec Merz qui arrive et fait semblant de montrer ses muscles inexistants, comme s'il allait pouvoir faire quelque chose. Il ne le fera pas. L'économie allemande ne peut pas soutenir quoi que ce soit dont il parle. Je ne sais pas si l'électorat allemand permettrait même que cela se manifeste pendant une certaine durée. J'imagine qu'il subira un vote de défiance dans l'année. Et la chose étonnante est que alors que la dernière élection avait vu l'alternative pour l'Allemagne arriver en deuxième position, aujourd'hui, elle est en tête. Et si des élections anticipées avaient lieu aujourd'hui, l'alternative pour l'Allemagne gagnerait. Et d'ici un an, elle gagnera de manière décisive, une majorité,
une majorité gouvernante. L'Allemagne est hors du radar. La France, la persécution ridicule de Marine Le Pen. Même si elle est retirée du scrutin, son parti est maintenant en position de renverser Emmanuel Macron. Et cela pourrait arriver plus tôt que prévu. Encore une fois, en raison d'un vote de défiance, vous pourriez voir un changement dramatique au Parlement en France cet été, qui pourrait peut-être obliger Macron à démissionner. Nous pourrions donc voir un changement radical dans la politique en France. La France est hors du tableau. L'Angleterre. Je veux dire, je ne sais pas si Keir Starmer arrête d'embrasser son majordome masculin. Peut-être qu'il y aura un peu de stabilité là-bas. Mais je pense qu'il est aussi fini pour un certain nombre de raisons. Et cela met le Royaume-Uni hors jeu. Que nous reste-t-il? Rien. Donc l'Europe est une blague. Les États-Unis n'ont qu'à attendre. Mais vous savez, l'autre chose, c'est que nous pouvons. Nous avons beaucoup de leviers. Nous allons déjà, quoi qu'il arrive, retirer le financement de l'OTAN. Nous allons réduire le niveau de soutien que nous avons eu. Vous allez voir des troupes retirées de l'OTAN dans un avenir proche. Nous avons déjà dit que nous ne participerons pas aux grands exercices de l'année prochaine. L'OTAN ne peut pas organiser de grands exercices sans les États-Unis d'ailleurs. Cela signifie donc que l'OTAN est maintenant une alliance militaire obsolète. Car si vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas combattre. Ils ne peuvent pas se battre de toute façon. Mais ils ne vont pas pouvoir faire semblant sur le terrain d'entraînement. Donc je ne vois pas les sanctions ou les négociations tarifaires avoir quoi que ce soit à voir avec la réalité de l'OTAN. Vous savez, si l'Europe était intelligente, elle se séparerait de l'Ukraine dès maintenant et se concentrait simplement sur l'amélioration des relations économiques avec les États-Unis. Parce que géopolitiquement et militairement, c'est fini. Nous en avons fini avec l'Europe. Nous avons terminé avec l'Europe. Et l'une des principales raisons est que l'Europe ne peut pas se soutenir elle-même. Nous ne sommes plus dans le business de signer des chèques à l'Europe pour qu'elle puisse faire semblant. Ils vont soit devoir réussir, soit s'effondrer. Et je pense que l'avenir est l'effondrement européen. La détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine aurait-elle un impact ou une influence sur cette négociation avec la Russie? Je pense que la seule chose qui a un impact sur la négociation avec la Russie, c'est la Russie. La Russie a fixé des conditions pour la fin du conflit. Si les États-Unis peuvent faire en sorte que ces conditions soient remplies, alors il y aura des négociations réussies. Si les États-Unis ne le peuvent pas, il n'y en aura pas. Et il n'y a pas d'autre facteur. La Russie a clairement indiqué que la Chine ne fait même pas partie de cette négociation. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont un problème totalement distinct. Et la Russie a déclaré que les États-Unis ne parviendront pas non plus à créer une division entre la Russie et la Chine, que les deux nations sont très proches. Donc je pense, vous savez, je pense que Trump va découvrir qu'il a peut-être mordu plus qu'il ne peut mâcher avec la Chine. Et ils vont devoir trouver un moyen de dissocier leurs problèmes avec la Chine de tout le reste qu'ils essayent d'accomplir. Mais cela va être presque impossible à faire compte tenu de la portée mondiale de l'économie chinoise. Mais encore une fois, c'est un problème totalement distinct. En ce qui concerne la Russie et l'Ukraine, la Chine n'a aucun impact là-dessus. Quelle est l'importance de l'accord pour la Russie? D'une part, il semble que la Russie ait trouvé une sorte de stabilité économique. Ses réserves sont à un niveau record, alimentées par la hausse des prix de l'or. Et cela s'est produit malgré le gel de 322 milliards de dollars, selon les calculs de Bloomberg, de réserves russes détenues en livres sterling, en dollars et dans d'autres actifs européens. La Russie a également réussi à gérer son commerce avec des pays comme la Chine et l'Inde, malgré toutes les sanctions.
D'autre part, il semble que la Russie rencontre des problèmes en matière de commerce agricole, par exemple en raison de son exclusion du système SWIFT. Dans quelle mesure cela préoccupe-t-il la Russie pour conclure un accord de paix? Je pense que pour la Russie, les pourparlers de paix avec les États-Unis sont un cadeau. Ça ne leur coûte rien. La Russie a déjà fait tous les ajustements nécessaires. La Russie n'a aucune attente. Il n'y a rien dans le budget russe ou dans la manière dont la Russie s'est organisée qui soit conditionné à l'amélioration des relations avec les États-Unis. En fait, toute la posture russe suppose qu'il n'y aura pas de bonnes relations avec les États-Unis. Et donc, quand nous parlons du potentiel d'amélioration des relations, c'est un cadeau. C'est plutôt sympa. Oh bien, c'est quelque chose auquel nous ne nous attendions pas. C'est comme aller à Las Vegas et trouver un billet de $20 par terre. Waouh, j'ai $20. Mais vous ne l'aviez pas prévu dans votre budget. Vous n'en avez pas besoin. La Russie n'a absolument pas besoin des États-Unis. Zéro. Le monde pourrait être plus commode pour la Russie dans une certaine mesure. Mais la Russie a clairement indiqué que les gains qu'elle a réalisés sont dus au fait qu'elle s'est éloignée de l'Occident et qu'elle n'a pas besoin de l'Occident. Elle n'a pas prévu que l'Occident revienne. Elle a prévu d'avancer sans l'Occident. Et donc, c'est un peu comme un amant éconduit qui revient dans votre vie après que quelqu'un soit sorti avec d'autres. Ils disent, « Eh bien, vous savez, vous étiez sympa, mais nous ne nous remettons pas vraiment ensemble. Je veux dire, vous voulez m'inviter à dîner? D'accord, j'irai prendre un repas gratuit. Mais non, il n'y a plus de nous. Il n'y a plus de relation ici. Et c'est là que la Russie en est avec les États-Unis et l'Occident en ce moment. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ne nous veulent pas. Ils n'ont pas demandé cela. La Russie n'est pas venue aux États-Unis en disant « S'il vous plaît, donnez-nous un accord ». Ce sont les États-Unis qui ont rampé vers la Russie en disant « S'il vous plaît, donnez-nous un accord ». Et la Russie dit « D'accord, nous pouvons en parler, mais seulement à nos conditions ». Donc pour la Russie, c'est une affaire sans importance. Aimerait-il avoir de meilleures relations avec les États-Unis? Bien sûr qu'il le voudrait. Le monde serait un endroit plus sûr avec cela. Les États-Unis feraient bien d'avoir de bonnes relations avec la Russie, peu importe ce qui se passe avec l'Ukraine, car cela rend le monde plus sûr. Mais vous savez, l'idée que les entreprises américaines vont revenir en force en Russie. Je dirais que partout où une entreprise russe a émergé pour combler le vide, lorsque les entreprises américaines sont parties la première fois après 2014 et après 2022, la Russie ne va pas poignarder ses propres entreprises dans le dos. La Russie va protéger sa part de marché. Si les États-Unis veulent entrer, ce sera sur des articles de niche, des domaines de niche. Je veux dire, je pense que la Russie permettrait à Boeing de revenir, par exemple. Je sais pertinemment que lorsque j'ai volé sur un avion Boeing, opérant sous des compagnies aériennes russes, j'étais nerveux à propos du train d'atterrissage avant, parce qu'il n'avait pas été correctement entretenu, et les pièces qu'ils utilisaient pour les remplacer n'étaient pas des pièces d'origine. Et vous vous dites, eh bien, j'aimerais bien avoir les pièces d'origine ici. Donc je pense que la Russie trouverait de la place pour Boeing dans ce domaine, mais pas beaucoup plus. La Russie n'a pas besoin des États-Unis. Qu'en est-il des investissements en général qui ont également été étouffés par toutes ces sanctions? Quels investissements? Les investissements par le biais d'investissements de portefeuille qui sont canalisés par le marché des euro-obligations, le marché boursier. Personne ne se soucie du marché des euro-obligations. La Chine investit en Russie. L'Inde investit en Russie. Et ils le font en dehors du marché des euro-obligations.
Les investissements directs. Allez à Novosibirsk. Allez à Ekaterinbourg. Allez au Forum économique international de Saint-Pétersbourg et regardez toutes les entreprises chinoises et indiennes qui font la queue et regardez tous les contrats qui sont signés. Des investissements directs valant de nombreux milliards de dollars. Donc je pense que la Russie se porte très bien en termes d'investissement international. I think Russia's doing just fine in terms of international investment. J'ai récemment interviewé le professeur John Mearsheimer et je lui ai demandé pourquoi il pense que Trump est incapable de conclure l'accord. Et il a dit qu'il y a 3 conditions que la Russie demande. Bien sûr, que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN, que les 4 oblasts que la Russie a maintenant, l'Ukraine renonce à sa revendication sur eux. Et enfin, une démilitarisation significative de l'Ukraine au point qu'elle n'ait aucune capacité offensive. Et il dit qu'il semble que l'administration Trump n'ait pas accepté les 3 en même temps. Pouvez-vous parler du dernier point? Quelle est l'attitude de l'administration américaine envers une démilitarisation significative de l'Ukraine? Envoie-t-elle encore des armes à l'Ukraine? My understanding is that the Trump administration has slowed things D'après ce que je comprends, a halt. l'administration Trump a ralenti les choses jusqu'à presque un arrêt complet. S'il y a quelque chose qui va en Ukraine, ce sont les derniers vestiges de contrats antérieurs. Mais il n'y a pas de nouveaux contrats en cours. Vous savez, c'est une question politique. Cela revient encore à l'Europe. Pour que l'Ukraine se démilitarise, l'Europe dit qu'il doit y avoir un système robuste de garantie de sécurité. Plus vous demandez à l'Ukraine de se démilitariser, plus la présence de troupes de maintien de la paix doit être importante. Et la Russie a dit non, vous n'aurez pas de troupes de maintien de la paix, et l'Ukraine sera démilitarisée jusqu'à 50 000. Cela va arriver, juste pour que vous le sachiez. That's going to happen, just so you know. That's what happens when you lose a war, and Ukraine has lost this. C'est ce qui arrive quand on perd une guerre, et l'Ukraine a perdu cette guerre. La stupidité de l'administration Trump est évidente. Et je dis cela parce qu'ils ne comprennent pas que la Russie ne cédera pas sur ce point. Vous savez, les États-Unis n'ont aucun levier de négociation à faire valoir. L'OTAN a commis une erreur fatale. Beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Cela a commencé en 2015, lorsque l'OTAN a commencé à former de manière significative les forces ukrainiennes pour les amener aux normes de l'OTAN, dans le seul but de les préparer à combattre contre les Russes dans le Donbass et la Crimée, en totale méconnaissance des accords de Minsk. Donc, du point de vue russe, l'armée ukrainienne d'aujourd'hui est une extension de l'OTAN. Par conséquent, elle doit disparaître. Et elle disparaîtra. Therefore, it must disappear. And it will disappear. It can either disappear by being transformed from Elle peut soit disparaître en étant transformée de troupes sur un terrain de parade en troupes dans un cimetière, soit elles peuvent se démobiliser volontairement et rester avec 50 000 gardes-frontières. Mais Trump n'a pas pu se tourner vers les Européens ou faire en sorte que ses représentants se tournent vers les Européens pour leur dire d'aller se faire voir. Et l'un des problèmes est que les États-Unis font partie du problème. Nous avons construit cette armée. C'est nous qui avons investi tout cet argent. C'est nous qui avons créé le commandement de formation. Nous avons représenté l'OTAN et nous avons été un fournisseur important de ces munitions. Et peu importe ce que dit Trump, que c'était la guerre de Joe Biden, c'est la guerre de Donald Trump. Donald Trump était le président de 2017 à 2020, lorsque toute cette formation avait lieu. when all this training was taking place. Donald Trump is the man who started sending lethal. Donald Trump est l'homme qui a commencé à envoyer de l'aide létale en Ukraine. Donald Trump sait très bien quels étaient les plans de l'OTAN concernant l'Ukraine. Est-ce que la CIA, sous Donald Trump, a commencé à construire ses bases en Ukraine? Donc Donald Trump connaît la vérité. Il essaye juste de réinventer l'histoire et de blâmer l'Ukraine. Mais le fait est que Donald Trump est responsable de ce problème. Biden a hérité des politiques de Trump et les a ensuite poursuivies. Mais c'est la guerre de Donald Trump. Et c'est, vous savez,
lui et les personnes avec lesquelles il s'est entouré sont investis dans une victoire ukrainienne qui n'arrivera jamais. Et donc, ce qu'ils espèrent, c'est une sorte de victoire à la table des négociations, peu importe comment ils veulent présenter cette victoire. Mais les Russes ne céderont pas sur ce point. Et il y en a un quatrième. M. Mearsheimer en a mentionné 3. Il y en a un quatrième qui est peut-être encore plus sensible que la démilitarisation, la dénazification. Les Russes ont clairement indiqué que Zelensky et son gouvernement ne feront pas partie de l'avenir de l'Ukraine. Le Parlement actuel n'en fera pas partie. Le système politique n'en fera pas partie. La Constitution n'en fera pas partie. La Russie va mettre en place ses propres personnes, apporter ses propres changements constitutionnels, interdire les banderistes, interdire le secteur droit, et s'assurer que quiconque sera président sera un président pro-russe. C'est juste une déclaration de fait. Cela va se produire. Les Russes se dirigent déjà dans cette direction. Mais vous pouvez faire cela quand vous gagnez des guerres. Je veux dire, nous avons battu les Allemands, donc nous avons pu installer notre gouvernement. Et dans le secteur soviétique, les Soviétiques ont pu installer leur gouvernement. Pourquoi? Parce que les Allemands ont perdu. Nous sommes allés au Japon. Nous avons installé notre gouvernement. Pourquoi? Parce que nous avons gagné. La Russie gagnera cette guerre. Ils installeront le gouvernement qu'ils veulent. Si les États-Unis étaient intelligents. Donc la dénazification pourrait être un domaine où vous pourriez avoir des gains modérés. Mais pour cela, vous devriez accepter la démilitarisation. Accepter tous les territoires. Pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils pensent aujourd'hui. Oh, nous laisserons la Crimée être la Russie. La Crimée est la Russie. Que vous le laissiez ou non, c'est la Russie. Non. Vous avez besoin des 5 territoires pour que ce soit la Russie pour toujours. C'est une exigence. L'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN. Mais la façon dont les Russes vont garantir cela est de contrôler le gouvernement de l'Ukraine. Donc, même si nous sommes d'accord, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Eh bien, acceptez-le maintenant, mais dans 10 ans, nous pourrons soulever à nouveau cette question. » Les Russes s'assurent que cela ne sera jamais soulevé à nouveau parce qu'ils vont transformer l'Ukraine en une Biélorussie. Leur garantie de sécurité est que l'Ukraine sera liée à la Russie économiquement et politiquement à travers une sorte de relation d'union similaire à ce qui existe entre la Biélorussie et la Russie. Vous avez parlé de l'attitude des différentes factions au fond au sein de l'administration américaine envers la Russie. Si vous pouviez conclure cette conversation en parlant de l'attitude russe envers les États-Unis, font-ils encore confiance à l'administration américaine pour négocier de bonne foi? Et quelle est leur attitude envers les négociations? Je suis réticent à parler au nom du gouvernement russe. Ils devraient s'exprimer eux-mêmes. Mon évaluation est que les Russes ne seront pas ceux responsables de l'effondrement de ces négociations. La Russie négocie de bonne foi en fonction de la réalité. C'est l'attitude russe. Et si vous avez remarqué au début, le négociateur américain, Witkoff, et même Rubio et d'autres, disaient « Vous savez, nous devons faire face à la réalité de la situation telle qu'elle est. Mais d'une manière ou d'une autre, nous avons perdu le contact avec cela, et nous entrons maintenant dans un monde de fantaisie. Les Russes ne quitteront jamais la réalité. Et tant que les négociations auront la possibilité d'être basées sur la réalité, les Russes participeront. Mais ils ne vont rien faire qui cède l'avantage qu'ils ont déjà acquis. Vous avez vu que Poutine n'a pas prolongé le cessez-le-feu de Pâques, parce qu'il a dit « Nous ne ferons rien qui nous amène à concéder les victoires que nous avons remportées. » Nous avons fait un cessez-le-feu de 24 heures pour le bénéfice d'une fête religieuse. Mais maintenant,
nous retournons à la guerre que nous gagnons. Now we go back to Et c'est l'attitude russe. the war that we are winning. Il n'y aura pas de relâchement dans les opérations. And that's the Si l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis peuvent tous se coordonner et accepter des termes qui sont acceptables pour la Russie, je pense que la Russie le fera, bien sûr. Mais la Russie ne retient pas son souffle. La Russie n'a pas besoin de cette paix autant que l'Occident en a besoin. L'Ukraine s'effondrera beaucoup plus vite que la Russie ne manquera de ressources. Ukraine will collapse a lot faster than Russia will run out of resources. We'll leave it there. Scott, thank you so much for your time. Nous allons en rester là. Thank you. Thank you. Scott, merci beaucoup pour votre temps. D'accord, merci. Merci de m'avoir invité. Très bien. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez aimé notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes pour vous. Veuillez envisager de faire un don pour la cause. Le lien est dans la description ci-dessous. De plus, si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner. Don't forget to hit the subscribe button.